Bonjour Franck. Nous allons donc essayer d'échanger autour de ces questions de cette situation très particulière dans laquelle nous nous trouvons et puis des conséquences que cela peut avoir en positif et malheureusement certainement aussi en négatif sur la société, mais surtout comment le design a à se réinventer en fonction de cette nouvelle situation. C'est un peu la question que j'aimerais te poser. Je pense que cette crise ou ce moment de transformation ou de basculement peut-être interroge de façon radicale le design en tant que discipline, en tant qu'utilité sociale. Donc, ce que j'ai remarqué, c'est que dès le début de cette pandémie, en tout cas quand ça a été qualifié de pandémie, les designers, mais plus largement tous ceux qui ont des compétences en conception et en fabrication, se sont mobilisés très rapidement, ce qui a montré qu'il y avait un besoin, je pense, chez les designers ou ceux qui ont des compétences d'être utiles. Et ils sont mobilisés aussi bien pour fabriquer des masques, pour faire des morceaux de masques à l'imprimante 3D qui ensuite sont assemblés avec d'autres éléments. En tout cas, il y a une volonté de dire ou de montrer qu'il y avait une vraie utilité du designer pour le bien commun. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et j'en parlais aussi avec des étudiants. Parce que comme actuellement, dans les écoles d'art, dans les écoles de design, qui ont la particularité d'être fondées sur des ateliers, un rapport aussi à la matérialité, hein, et aussi des échanges directs avec des enseignants sur des projets menés par des étudiants, les étudiants se posent aussi ces questions-là, en se disant, bon, nous, on va rentrer sur le marché du travail bientôt, peut-être, selon les résultats de cette crise, mais on se pose la question de ce qu'on va faire parce que on pense que c'est important aussi de ne pas faire n'importe quoi ou de ne pas vouloir faire n'importe quoi. Et étant donné que le design a été complètement envahi par le marketing, je pense que c'est une façon aussi pas d'éliminer le marketing du design, puisque ça sera, à mon avis, c'est assez complexe, mais ça permet aussi aux designers, en tout cas ceux qui le souhaitent, de se repositionner, de trouver davantage de force et de confiance dans dans leur propre démarche. Donc pour ça, je pense que c'est intéressant. Et concernant la situation de confinement, je pense que les designers, mais aussi les architectes, les urbanistes et les programmateurs ceux qui conçoivent des programmes architecturaux doivent s'interroger sur la qualité des espaces domestiques. En termes de programme architectural, quand on regarde la moyenne des surfaces des logements et leur agencement, on voit très bien que dans une situation de confinement, même si elle est exceptionnelle, ça ne marche pas pour la plupart des habitants. Et ça peut être aussi grave que le non-fonctionnement d'un hôpital. Exactement, exactement. En ce moment, il y a des phénomènes, par exemple, de délation, de mauvais voisins qui sortent, etc. Mais vu que la situation de confinement est vraiment subie, elle est arrivée de façon très rapide, il est normal que les comportements résistent. Et d'ailleurs, moi, je suis assez frappé qu'au niveau mondial, il y a une vraie prise de conscience de cette pandémie. Les comportements ont incroyablement changé en quelques semaines. Moi, je trouve que ça montre aussi une plasticité des civilisations humaines pour s'adapter. Et ça, je trouve vraiment très intéressant. Et ce que Ouais, j'ai remarqué je aussi, suis assez d'accord avec toi que les comportements finalement sont beaucoup plus exemplaires que le hard.
Oui, oui. Quand on s'imagine ces personnes qui sont à 7, 8 dans des appartements Mm, restreints, c'est bien mm. là où est le problème, c'est pas le comportement. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Et donc, si certaines personnes peuvent télétravailler, même pour nous, en tant que designer, il y a une partie de notre activité qu'on peut mener en télétravail, mais bien sûr, ce n'est pas la totalité de notre activité, mais en tout cas, on est plutôt privilégié par rapport à d'autres. Et je pense que la question de la qualité des espaces de vie, qui peuvent être des espaces résidentiels, domestiques, mais aussi des espaces de travail, est centrale. Si ça peut amener à un certain nombre de décideurs et des concepteurs à être plus généreux et pas uniquement en termes de mètres carrés, mais aussi en termes de réflexion sur la qualité de ces espaces, au moins ça fera avancer les choses. Mais tu penses pas, c'est des réflexions que j'ai tout à fait en parallèle aussi, qu'aujourd'hui, il n'y a pas un design de la programmation à faire, parce que bien des éléments, finalement, euh, débouchent d'une certaine programmation et le designer est peut-être dans une intervention trop tardive. Il pourrait repenser l'hôpital, Mm, peut-être, bon, c'est mm, un exercice que je fais actuellement, qu'est-ce que serait un hôpital qui serait une rue plutôt mm. que d'être un bâtiment, Oui, etc., etc. Est-ce qu'on n'a pas à repenser le logement d'une manière beaucoup plus essentielle et pas uniquement aménager finalement des programmes déjà définis? oui. Ces temps-ci, je suis en train de lire un numéro de Sciences du Design, de la revue Sciences du Design, sur les innovations en santé. Je ne rappelle plus exactement le titre, mais enfin, la thématique est celle-ci. Et ça montre un certain nombre de projets dans lesquels des designers sont impliqués, des projets liés à la santé publique, que ça soit comment dire, directement avec le monde hospitalier ou plus directement avec des malades ou des patients, le suivi des patients. Et c'est vrai que le designer a cette, comment dire, il est un peu anthropologue, le designer, dans sa façon de penser, donc il va toujours s'intéresser, il va toujours regarder précisément ce qui se passe sur le terrain. Et c'est pour ça que la plupart des designers sont de bons programmateurs. Hum, hum. Ils ont un esprit de synthèse, et puis comme ils ont l'habitude d'aller chercher des informations à droite, à gauche, euh, ils peuvent facilement raccorder des questions conceptuelles, des questions techniques, des questions spatiales. Donc, à mon avis, le designer de par sa formation et sa pratique, est vraiment central pour repenser les programmes. Et je pense que c'est pour ça que souvent les designers, je les trouve plus proches des urbanistes que des architectes Hum, hum. dans leur façon d'apprendre les choses. Parce que ils ont une vision qui n'est pas forcément matérielle, mais beaucoup plus en termes de flux, d'usage, de comportement, de pratique. Et c'est une qualité du designer. Est-ce que tu ne penses pas que ces dernières années, justement, cette qualité de programmation, de remise en question peut-être plus essentielle d'un certain nombre de structures qui aboutissent ensuite à des formes, n'ont pas été bloquées finalement? Et est-ce que cette crise peut servir d'une sorte de déblocage qui nous permette de reconsidérer vraiment des choses d'une manière fondamentale et quel serait le rôle des designers dans ces choses-là, quoi? Oui, moi je pense que c'est une occasion. Après, bien sûr, il faut se méfier parce que en ce moment, on entend les grands chefs d'entreprise dire qu'il va falloir travailler plus, qu'il faut. Et en effet, moi, je suis également très admiratif de cette résistance, puisqu'un confinement, c'est quand même un empêchement d'agir. Et à quel point, malgré tout, malgré cet enfermement,
action il y a, réflexion sur le futur il y a, proposition il y a, et en effet, soit tout ça va être bloqué et ça va être une frustration incroyable après le confinement, soit on en profite pour réinventer peut-être un autre monde ou une amélioration de ce monde. Et on sait à quel point on avait des problématiques essentielles qui n'étaient pas résolues avant cette crise. Oui, c'est pour ça que cette crise, elle est douloureuse, mais elle est révélatrice on va dire, de zones d'ombre, en tout cas de certains sujets dont on ne parle jamais, qui sont liés à des inégalités, à des formes d'utilité sociale d'un certain nombre de produits, comment dire, de domaines professionnels. Par exemple, c'est vrai que aujourd'hui, on questionne l'économie réelle, c'est-à-dire ce qui se passe réellement dans la production de valeurs communes. Et par exemple, un métier, enfin une activité comme trader, par exemple, paraît complètement disqualifié pour penser l'avenir, puisque on est dans une spéculation qui va à l'encontre de l'intérêt commun. Donc je pense qu'il y a un certain nombre de domaines qui seront d'autant plus surveillés aujourd'hui qu'ils vont à l'encontre de l'intérêt collectif. Il faut l'espérer. Oui, il faut l'espérer, oui. Tu travailles beaucoup à l'international, comme on appelle ça. Oui. J'aimerais bien aussi que peut-être tu exprimes un peu cette réalité nouvelle qui consiste à avoir remis de l'ordre et des murs entre les nations, ou des empêchements entre les nations. Comment vois-tu cette évolution possible, ce travail que nous faisions tous à cheval sur plusieurs pays, dans des familles qui étaient à cheval sur plusieurs familles, plusieurs nations. Voilà, comment tu vois un peu cette partie de l'évolution possible? Oui, pour moi, en fait, j'ai deux sentiments opposés. D'une part, je conçois tout à fait, je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il faille re-questionner un certain nombre d'activités que l'on menait en se déplaçant. Par contre, ce avec quoi je ne suis pas d'accord, c'est la résurgence d'un certain discours nationaliste. Quand on parle, par exemple, de politique industrielle en France, bon, c'est intéressant de poser cette question, mais elle se fait toujours en opposition aux autres. C'est-à-dire, regardez, les méchants Chinois, c'est à cause d'eux qu'il se passe telle chose, qu'on n'a pas de masque parce qu'on a délocalisé, donc il faut qu'on relocalise ici. Donc ce discours localiste, moi, me gêne beaucoup. Hier, je regardais une émission à la télé où des personnes disaient qu'il faudrait, on va dire, interdire la consommation de fruits hors saison, ce qui veut dire aussi rompre un certain nombre de flux de marchandises avec des pays du Sud. Donc ce discours localiste est très gênant, même si je comprends qu'il faut revoir ça avec un peu de, comment dire, avec raison, mais ce discours localiste et frontiériste est très proche de celui de l'extrême droite. C'est-à-dire qu'il y a un discours qui se dit écologiste, mais qui est en fait très nationaliste. Et ça me gêne beaucoup. Et quand on travaille à l'étranger, on se dit que c'est important de se déplacer parce que ça permet de mener d'autres types d'expériences qu'on ne pourrait pas avoir sur place. C'est comme si quelqu'un veut aller à Barcelone, disons. On lui dit non, c'est pas bien de prendre l'avion pour aller à Barcelone ou de prendre le train, vaut mieux que tu ailles à 100 km de chez toi. Mais Barcelone, c'est Barcelone. Barcelone, c'est pas à 100 km. Enfin, on va dire qu'il y a
il y a une volonté de nier que l'humanité a toujours été en mouvement. Donc, il faut faire attention à ce que ce discours assez localiste d'aujourd'hui ne débouche pas sur un discours qui soit proche de celui d'extrême droite. Et sur une non-curiosité de ce qui se fait ailleurs. Cette Exactement. curiosité étant quand même la meilleure manière de s'interroger soi-même sur Mm. ce qu'on fait ici. Mm. Est-ce qu'on peut Exactement, considérer oui. ça comme la conclusion? Oui. Combien? Voilà. Je te remercie.